Dès que j'avais le malheur de croiser quelqu'un, je m'arrêtais, je faisais semblant de marcher et de jouer avec mon chien pour pas que les gens me voient courir. Ça a duré quand même quelques années avant que je me dise bah non, vas-y. J'ai jamais personne qui m'a fait une réflexion désagréable en fait. J'ai eu que des sourires, que des pouces pour me dire super, que des encouragements. Notre corps est une machine incroyable. Donc, si on veut être curieux par rapport à son corps, c'est un truc de fou. Nous, on se bat pour les faits scientifiques qui disent que oui, on peut courir en étant en surpoids et en obésité. J'ai découvert en fait qu'on avait le droit de s'arrêter quand on s'entraînait, alors qu'au collège, on nous disait non, faut continuer tout droit. Et là, j'aurais dû lui dire non, je le sens pas. Il y avait cette barrière mentale de me dire j'ai pas envie qu'ils se disent que la grosse, elle se cherche une excuse pour abandonner. Aussi, un de mes objectifs, c'est aussi de me réapproprier mon propre corps. Est-ce que tu m'autorises à parler de ton poids ? Ouais, je rentrais chez moi, manger, c'était un peu mon sas de décompression après ma journée de travail. Moi, quand je m'ennuie, j'ai envie de manger. J'ai pas envie de manger, j'ai envie d'une stimulation, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me balader, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie d'une interaction sociale. Il y a des personnes qui confondent l'envie avec juste une envie de stimulation. Le cerveau, il sait pas dire non. C'est-à-dire que si on dit je ne peux pas prendre ça, lui il va se dire je veux ça. Je me suis tellement souvent fixé un objectif sans y arriver que voilà, il y a une part de moi qui croit plus. Pour moi actuellement sur le marché, il y a aucune bonne méthode. Tu vas avoir d'un côté les régimes restrictifs qui vont par des dogmes, par une pseudo-scientifique, vont t'amener à prendre des décisions rapides, non réfléchies. Mais en fait ces méthodes ne vont pas fonctionner parce qu'ils vont pas te donner l'éducation nutritionnelle nécessaire. En termes d'économie, tu n'es plus rentable quand tu as maintenu ton poids et tu es en bonne santé. Et de l'autre côté, il y a le côté du monde médical. En tant que professionnel de santé, on n'a jamais appris comment faire changer un comportement à une personne. On a appris comment montrer du doigt en disant ça c'est pas bien. Mais par contre, est-ce qu'on a appris à faire changer un comportement ? Eh ben pas du tout. Il y a quelques années, moi j'avais une collègue de travail qui était en surpoids. Et cette femme, elle s'empêchait de tout faire. Elle n'allait pas au restaurant avec son mari parce qu'elle avait peur qu'on la regarde et qu'on la juge. Elle n'allait pas à la piscine avec ses petits-enfants parce qu'elle avait peur du regard des autres. Malheureusement, en sortant sa poubelle, elle habitait à côté d'une voie ferrée. Elle est passée sous le train. Donc elle est morte. Et elle a attendu toute sa vie en fait pour faire des choses, d'avoir un poids sur une balance pour faire des choses. Elle a jamais pu les faire. Et moi ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit je n'attendrai pas de faire un poids sur une balance pour vivre ma vie à fond. Évidemment j'ai envie de perdre du poids, évidemment j'ai envie de vivre encore plus longtemps. Donc de faire des choses pour vivre le plus longtemps possible. Mais ma vraie vie elle est là maintenant tout de suite. Donc je la vis à fond là maintenant tout de suite. Raconte-moi ton histoire. Eh bien, j'ai 45 ans. Mon travail, je suis animatrice pour un point information jeunesse. Okay. Donc, en fait, c'est un lieu pour renseigner les jeunes sur tout ce qui peut concerner leur vie, que ce soit les métiers, les loisirs, ça peut être aussi le sport, les vacances, le logement, la santé, enfin voilà. Donc, je fais pas mal d'interventions de prévention dans les établissements scolaires. Ouais. Et donc, c'est un métier qui est passionnant parce que je touche à tout. Je suis un peu un Google vivant pour les jeunes. Ils savent pas où poser une question et ils viennent me voir et moi j'essaie de les informer pour leur apporter des solutions. Et du coup, qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie quotidienne en plus dans tes loisirs ? Tu m'as dit que tu dansais ? Oui. Alors, cette année, je fais de la danse. J'ai commencé la danse cette année parce que j'ai rencontré une super chorégraphe, une super prof de danse qui a un vrai rayon de soleil. Donc, je me suis dit, moi, je veux mettre des gens comme ça dans ma vie. Et puis, ça me permet de faire un peu d'activité physique tout en prenant du plaisir. Et je l'ai rencontrée parce que je fais énormément de théâtre depuis 20 ans. Et donc, ça nous est arrivé de monter des comédies musicales et donc d'avoir des chorégraphes qui nous apprennent à danser. On a aussi fait de l'escrime, on a fait plein de choses. Mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la danse. Okay. Et tu cours. Et je cours. Ok. Donc, avec Raphaël, on est super content parce que tu cours et tu es en obésité. Et c'est une croyance qu'on essaye de casser absolument dans notre quotidien. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent des personnes qui vont dire « Bah non, tu es en surpoids, tu es en obésité, tu ne peux pas courir. » Et ça, ces personnes-là, ce sont juste des opinions. Ce n'est pas des faits. Ce ne sont pas des faits scientifiques. Nous, on se bat pour les faits scientifiques qui disent que oui, on peut courir en étant en surpoids et en obésité. Toi, comment tu t'es mis à la course à pied ? Alors, c'est une très longue histoire. En fait, il y a quelques années maintenant, je pratiquais des sports canins. Je faisais de l'agility en fait avec mon chien. Donc, je faisais un peu de compétition. Donc, il faut un peu courir, mais pas trop. Et je ne m'entraînais pas vraiment à courir à côté. Vraiment, j'étais plus sur le côté dressage. Je l'envoyais à distance pour pas avoir à trop courir. Et voilà. Et puis, j'ai été sélectionnée pour un championnat régional. Et je me suis dit, bon, quand même, il faudrait faire un petit peu des efforts. Donc là, je me suis dit, je vais m'entraîner pour essayer de courir un peu à côté et pouvoir être un peu plus forte. Donc, ça a commencé comme ça il y a 20 ans.
Donc ça fait très longtemps que je cours. Et puis j'ai fait ma compétition, puis j'ai arrêté de courir, comme beaucoup, parce que j'avais plus d'objectifs. Mais j'y avais pris goût. J'avais découvert que en fait, c'était pas si mal que ça. Courir, c'était pas comme ce qu'on faisait au collège ou au lycée. Ça pouvait être sympa, finalement. Donc je m'y suis mise comme ça. Et puis après, j'ai pratiqué un peu en mode plaisir. Donc c'était un peu comme aller au cinéma pour moi. Voilà, il y avait des périodes où j'allais beaucoup courir, et puis il y a des périodes où j'y allais pas. Voilà. En général, c'était que pour le plaisir, donc pas quand il pleuvait, pas quand il faisait nuit ou froid. Voilà, je voyais du soleil dehors, je me disais tiens, je mettrais bien les baskets et puis j'irais bien aller courir. Ok. Et est-ce que tu as été confronté donc au regard des autres sur le fait que non, avec ton poids, tu ne dois pas courir, tu vas abîmer tes articulations? Est-ce que tu l'as senti dans ta famille, dans ton environnement, dans tes amis? Dans ma famille, pas forcément. Après, souvent, le conseil qu'on donne, c'est dire non, mais commence plutôt par la marche. Mon problème à moi, c'était que je marchais déjà. Donc, j'avais un chien, donc je marchais tous les jours. Je faisais des randonnées le week-end de 3 heures et je me disais, ok, mais moi, je marche déjà. Donc, est-ce que j'ai le droit de passer à l'étape supérieure? Donc, voilà, j'ai décidé de pas les écouter. Donc, ouais, tu as le droit en fait de passer à l'étape supérieure, et c'est vrai que ça t'a sûrement aidé de marcher dans ton quotidien, de faire plus d'activités dans ton quotidien, t'a aidé à passer ce cap. Mais malgré tout, quelqu'un qui marche même raisonnablement, pas forcément ta quantité de marche, peut se mettre à la course à pied en respectant des étapes de progression, et par contre en respectant des paliers vraiment importants de commencer doucement, de commencer progressivement et de faire attention à l'intensité et à la fréquence de ces activités. Mais, encore une fois, c'est possible. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que souvent on dit qu'il faut commencer par la marche parce que la marche, on va pas se blesser. Et moi, je me suis blessée en marchant parce que j'avais envie d'aller randonner pendant l'été. Je me suis mise à faire 20 km 3 fois par semaine d'un coup, donc pas du tout progressif. Et je me suis fait une aponévrosite plantaire en marchant, alors que je me suis jamais blessée en courant. Donc c'est bien une histoire de progressivité finalement, peu importe Exactement. le mode de truc. Exactement, c'est une histoire de progressivité. C'est une histoire de progressivité on passe de marcher en ville à marcher en montagne, où on a des montées et des descentes. Et si on a l'habitude de marcher en ville et qu'on va aller à la montagne marcher, on aura des problématiques. On aura des problématiques si le corps n'est pas habitué. En fait, le corps est habitué sur les choses qu'on lui donne au quotidien. Si on lui fait si on donne au corps la possibilité de faire du vélo, il va être habitué à faire du vélo. Si on donne le corps la possibilité de courir, il va être habitué de courir. Ce qui est important, c'est la régularité dans ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que vaut mieux faire petit mais très régulier pour habituer le corps à un trop gros pic d'activité qui va déranger en tout cas un peu plus le corps. Donc, parfait, tu m'as répondu à la question qu'est-ce qui t'a poussé à courir? Et moi j'ai posé une autre petite question. Qu'est-ce que t'apporte la course à pied dans ta vie? Qu'est-ce que t'as apporté? Souvent quand mes amis me demandent pourquoi je cours, je leur réponds parce que je suis droguée et que j'aime les endorphines que ça me procure. Tout simplement. Ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans la marche. Mais donc oui, le plaisir en fait. Le fait de pouvoir passer du temps dehors avec moi-même, de découvrir des paysages que j'aurais peut-être pas l'occasion de découvrir si je marchais parce que j'irais moins loin. Et puis ça m'apporte surtout un équilibre, je pense, dans ma vie. Un équilibre psychologique. Enfin, voilà, si j'ai besoin de me défouler, la course à pied, c'est génial pour ça, quoi. Mais si je reprends tes propos, parce que quand tu nous as écrit ce mail, tu m'as dit j'étais au début à bout de souffle au bout de 30 secondes. Oui. Quand tu as débuté la course à pied, c'était difficile. Tu n'avais pas forcément de plaisir. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à ne pas dire je souffre trop, j'arrête, c'est trop compliqué? Alors la toute première fois, c'est parce que j'avais un objectif quand même avec les compétitions de chiens. Et après, c'est parce que je suis une vraie geek. J'avoue. Et j'utilise une application en fait avec des zombies, où il y a une histoire à chaque entraînement et je voulais savoir la suite de l'histoire. Et comme il y avait une alternance marche-course,
finalement, même si on est fatigué au bout de 15 secondes ou 30 secondes, bah, on peut continuer à avancer. J'ai découvert en fait qu'on avait le droit de s'arrêter, de marcher quand on s'entraînait, alors qu'au collège on nous disait non, faut continuer tout droit et on est mort à la fin et on déteste ça, alors que si on alterne, bah en fait ça va. Mais je suis complètement d'accord parce que nous avec Raph, on est les fervents défenseurs du course-marche au début. C'est super important pour progresser au niveau cardio et pour aussi avoir une meilleure tolérance des contraintes au niveau des articulations. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris au niveau des éducateurs sportifs à l'époque, c'est qu'en fait, le sport, c'est pas que de la souffrance, c'est pas que de la performance. Le sport, c'est aussi prendre soin de soi et avoir la possibilité de découvrir des choses. Découvrir des choses, oui, ça peut être se surpasser en étant un peu plus essoufflé, etc. Mais ça peut être découvrir le fait de courir et de découvrir un nouveau paysage, le fait de profiter de ce moment-là pour écouter un podcast, le fait de s'arrêter. Et moi, personnellement, ça m'arrive très souvent, je cours très régulièrement, mais ça m'arrive très souvent en plein milieu de ma séance, de ne pas regarder ma montre, de m'arrêter, de marcher, de profiter d'un paysage, de profiter d'un petit écureuil qui passe. Et pour moi, c'est ça mes moments de bonheur au niveau de la course à pied. C'est pas la performance, c'est de retrouver un peu de vie dans un moment sportif. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est ça qui me pousse à continuer. C'est cette curiosité, cette possibilité de s'écouter et le fait que oui, on peut s'arrêter, oui, on peut commencer à courir et rentrer en marchant. Il y a rien qui nous dicte de faire ça. Ça, c'est clair. Moi, je cours en plus avec mon chien, donc il y a des moments, il arrive avec un bâton, je vais pas lui dire non, excuse-moi, là j'ai mon allure à tenir et tout. Des fois, je m'arrête et puis je lui lance son bâton et il est content, quoi. C'est aussi un moment entre nous. C'est aussi pour ça, je pense que la course à pied, c'est quelque chose qui me correspond bien. C'est qu'avant, j'allais marcher avec mon chien. Et finalement, c'est pareil, c'est le même timing quelque part, et c'est la même démarche que de me dire, je sors de chez moi pour aller dans les bois, que j'y aille pour marcher avec mon chien ou pour courir avec mon chien. C'est pareil. Donc, il n'y a pas trop de friction. Ouais, non, il n'y a pas trop de friction. Mais en tout cas, dans le mail que tu m'as envoyé, tu m'as beaucoup parlé de cette curiosité. Cette curiosité, en fait, de la vie. Et je pense que ça t'aide sur vraiment l'ensemble du spectre de ta vie, je pense. Si je cite encore une fois ton mail, tu m'as dit « C'est peut-être utopique, mais parfois j'ai envie d'intégrer d'autres types de séances à mon entraînement avec d'autres objectifs. Genre une séance pour apprendre à boire en courant. Une séance dépassement mental en allant courir dans ce parc où je n'ose pas aller car il y a trop de monde qui court et je suis encore trop complexé. Ou même faire ma séance sur cette ligne droite interminable en faux plat à côté de chez moi. Des séances plus plaisir, genre utiliser mon bouquin de balade dans la région, non pas pour randonner, mais pour courir sur les circuits proposés. » Eh ben, je trouve que c'est pas du tout utopique de vouloir courir comme ça. Et encore une fois, la course performance, ça doit pas être la norme. Ça doit vraiment pas être la norme. Selon moi, la norme, ça doit être ta façon d'apprendre la course, qui est saine et excellente. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à devenir un coureur, une coureuse, surtout au début. C'est en se mettant cette pression, en ne se mettant pas cette pression malsaine de vouloir performer. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes parce que Karim, celui qu'on a suivi par exemple, il était beaucoup dans cette performance. Mais en étant dans cette performance aussi, on a tendance à vouloir pousser un peu son corps à la limite. Sachant que le corps, il prend tellement de temps à s'adapter qu'au début en tout cas, moi je le conseille vraiment pas du tout. Je le conseille au bout de la 2e, 3e année de course, quand on a un volume intéressant au niveau des articulations qui sont un peu plus prêts à faire de la vitesse, de l'intensité. Oui, puis moi, le but ultime, c'est que la course à pied fasse partie de ma vie. Elle fait déjà partie de ma vie, alors un peu en pointillé. Maintenant, j'essaie de faire en sorte que ça soit plus régulier. Mais pour que ça fasse partie de ma vie, il faut que ça soit une aventure. Parce que si c'est juste me dire je suis un papier, moi je fonctionne pas comme ça. Donc j'ai envie de partage, j'ai envie de voyager parce que au quotidien c'est quelque chose que j'aime et que je fais déjà dans d'autres domaines de ma vie. Et donc j'ai juste envie de transposer ça en fait dans la course à pied. Eh ben parfait. Eh ben faut continuer. Ce que je te conseille aussi en effet, c'est d'avoir de la régularité. C'est vraiment ça qui est le plus important.
je sais que tu as un bel objectif qui va arriver, de courir les 7 km de la Parisienne en octobre. Ouais, c'est ça, en octobre. Et du coup, c'est vraiment la régularité qui va faire que tes articulations seront plus fortes, plus résistantes. Et aussi, tu l'as bien dit, la course à pied t'habitue sur un sol spécifique. Toi, tu courais plutôt en forêt. Et donc, tes articulations sont habituées à courir sur un sol en forêt. Si tu passes tout de suite sur du béton, alors que tu n'as pas forcément l'habitude de courir sur du béton, et ben pareil, tu vas pas avoir de gros soucis de santé, c'est pas le cas. Mais par contre, tu peux avoir plus de douleur. Et la transition est très importante, en tout cas, à prendre en compte. Elle est importante à prendre en compte. Oui, puis moi je trouve que c'est aussi un jeu, alors ça dépend peut-être des gens, mais moi j'aime bien comprendre tous les paramètres d'une course ou d'un domaine pour essayer de démonter le schmilblick et puis de me dire voilà, je vais travailler ce petit paramètre-là de ce côté-là, ce petit paramètre-là de ce côté-là. Je trouve que c'est aussi le plaisir en fait de la pratique, de réfléchir à tout ce que je peux faire et à chaque entraînement, à chaque sortie de me dire bah là j'ai travaillé plus ça, d'avoir une intention particulière peut-être sur chacune de mes sorties parce que bah, ça m'amuse, c'est tout. Ouais. Mais c'est exactement, comme je t'ai dit, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour moi pour n'importe quoi. Pour garder la curiosité nous pousse en fait à ne pas rester dans un conformisme ambiant de son environnement, de ce qu'on connaît, de pouvoir se surpasser, de pouvoir tester des choses, de pouvoir faire des expériences sur soi. Et je trouve que c'est le plus important. Et puis notre corps est une machine incroyable. Et donc si on veut être curieux par rapport à son corps, c'est un truc de fou. Moi, je sais que c'est aussi un de mes objectifs, c'est aussi de me réapproprier mon propre corps et de me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il peut faire comme mouvement que j'ai perdu, soit parce que je les ai jamais refait depuis que j'étais toute petite et puis bah à force de pas les faire, bah, en fait on les perd, soit que bah, j'ai jamais fait et peut-être que bah, je sais faire des choses que j'ignore complètement. Je sais que il y a une fois j'ai voulu ressauter sur une marche. Bon, c'est rien du tout, hein, sauter sur une marche, c'est ridicule de sauter sur une marche. Mais vraiment, j'ai dit à mon cerveau, saute, et il n'y a rien qui s'est passé. Parce que mon cerveau a fait, non, je ne sais plus faire ça. Et il a fallu que je réapprenne à sauter sur une marche, et en fait, ça a pris 2 secondes, le fait de me tenir et tout. Mais je me suis dit, ah ouais, je peux redécouvrir et reconquérir tellement de choses dans ma vie que voilà, allons-y. Stop, je coupe cet entretien pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cela fait maintenant 2 ans qu'on reçoit des experts de la santé pour parler de sport et de nutrition. Avec Raph, on a sectionné les 7 conseils les plus précieux sur comment perdre du poids après 50 ans, partagés par des experts reçus sur notre chaîne. Vous recevez 7 emails pendant 7 jours, avec à chaque fois une information clé à retenir sur la perte de poids après 50 ans. Cliquez juste ici, c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview. Est-ce que la course à pied a permis d'augmenter ton estime de soi, de toi ? Oui, ça m'a permis de me rendre compte que souvent on a des barrières mentales et que c'est que dans notre tête. Au tout début, quand je courais déjà que en forêt. Donc en Sologne, on peut courir pendant 2 heures sans voir personne, sans croiser personne à part un ou 2 chevreuils. Hein, c'est pas comme moi à Paris. Hein. Ouais, à peu près. Voilà. Et dès que j'avais le malheur de croiser quelqu'un, je m'arrêtais, je faisais semblant de marcher et de jouer avec mon chien pour pas que les gens me voient courir. Et ça a duré quand même quelques années avant que je me dise bah non, vas-y. Donc au début, je prenais sur moi, je faisais un grand sourire en mode bonjour avec un grand sourire. C'est très facile, je ne suis pas du tout essoufflée et voilà. Et j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Donc après, de pouvoir courir sur des trottoirs, de croiser des voitures et tout. Et ça fait 20 ans que je cours maintenant en pointillé. J'ai jamais personne qui m'a fait une réflexion désagréable en fait. J'ai eu que des sourires, que des pouces pour me dire super, que des encouragements. Enfin voilà, les gens sont bienveillants. On n'a pas toujours l'impression quand on est sur Internet, mais dans la vraie vie, les gens sont gentils quoi. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à parler de ton poids ? Ouais. Ok. Est-ce que tu as toujours été en surpoids ? Explique-moi un petit peu ton histoire sur ce point-là. Alors, enfant, j'étais pas du tout en surpoids. J'étais même plutôt le contraire, en fait. J'étais plutôt toute en jambes, toute grande, toute sec, voilà. J'ai commencé à prendre des formes, un peu comme toutes les femmes, je pense, à la puberté, hein, voilà. Au collège, ma mère s'est mise à faire un régime et elle m'a dit « Ah, bah, ça serait bien que tu le fasses avec moi et tout. » Mais j'avais un poids normal, enfin, voilà. Pas spécialement de quoi que ce soit. Donc j'ai suivi un régime où il fallait boire que des sachets, des choses comme ça. Voilà. Donc, à quel âge ça ? J'étais au collège, j'étais en 4e.
Ouais. Ok. Ouais, c'était pas la bonne idée en vrai. C'est pas la bonne idée. Non, pas trop. Je déconseille. Donc, comme c'était que de la nourriture liquide, quand j'ai arrêté, moi, je rêvais que d'une chose, c'est de croquer des trucs. Même une carotte, en fait, n'importe quoi. Donc là, ça a commencé à un peu biaiser mon rapport à la nourriture. Mais bon, ça allait encore. Et puis, je pense que ça a commencé à partir en vrille au lycée, parce que mon père est tombé gravement malade. Et du coup, j'ai compensé, en fait, avec la nourriture. Et là, je suis tombée dans les TCA. Donc au début, c'était plus de la, on va dire, anorexie-boulimie. Je jeûnais et puis j'avais des crises de boulimie. Et puis petit à petit, j'ai essayé de sortir de ça. J'ai arrêté de compenser. Et donc c'est là où j'ai pris du poids, forcément. Ouais. Donc TCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est trouble du comportement alimentaire. Moi, ce que je dis souvent en tant que professionnel de santé, c'est que il y a plusieurs étapes. Pour moi, il faut dédramatiser. C'est pas grave d'avoir des TCA. C'est pas grave d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Mais par contre, il faut en parler. Moi, je sais que ça aide énormément d'en parler. Et ça aide énormément aussi d'agir dessus et de prendre des décisions pour agir dessus. Si je prends mon exemple personnel, j'aime bien me dire en fait que les TCA, c'est une autre problématique de santé. Il y a quelqu'un qui peut avoir des douleurs au niveau du genou, mais sauf que on en parle plus souvent. J'ai mal au genou, on va souvent le dire à ses amis. Ouais, j'ai mal au genou en ce moment, je comprends pas pourquoi. Moi personnellement, c'était le sommeil. J'avais beaucoup de mal à dormir, j'avais des insomnies, et du coup, le fait d'en parler, déjà de dédramatiser, de me dire, en fait, c'est pas grave. Je peux accepter cette petite étiquette légère sur le moment d'avoir des problèmes à dormir. C'est comme ça, et c'est pas grave. Donc, première étape, c'est de dédramatiser tout ça. Deuxième étape, c'est d'essayer de trouver des solutions par soi-même, etc. Mais tout de suite, rapidement, d'aller voir un professionnel de santé qui puisse vous indiquer. C'est un guide. C'est que il va pas vous apporter des solutions faciles, des méthodes rapides à appliquer. Il n'y a pas de baguette magique. Malheureusement, il n'y a jamais de baguette magique sur ça. Mais par contre, il y a vraiment cette possibilité de travailler. Et encore une fois, pour moi, le petit rapprochement, c'est encore d'avoir cette curiosité, de dire, ok, j'ai cette insomnie, j'ai ces troubles du comportement alimentaire, mais qu'est-ce que je peux faire pour découvrir, pour être curieux sur ça, et de me dire, ok, j'ai pris du recul, je vais m'intéresser à ça, et je vais essayer de prendre soin de moi, je vais essayer de réfléchir pourquoi ça se passe, et de travailler sur ça. Toi, je sais que tu as été suivi même récemment par une diététicienne qui t'aide encore sur ces troubles. Oui, alors par une diététicienne qui travaille plus sur le comportement en fait que sur le côté nutrition pure, et c'est exactement de la curiosité, c'est réapprendre qu'est-ce que c'est que la faim, qu'est-ce que c'est que l'envie, la satiété, de travailler sur les frustrations, sur les choses comme ça, et en fait on découvre plein de choses sur soi-même qui sont passionnantes et moi qui font que petit à petit mes troubles du comportement alimentaire se sont stabilisés. Après ça m'a pas permis de perdre du poids, mais au moins j'ai une qualité de vie qui n'a rien à voir avec ce que j'avais à l'époque. D'accord. Donc ça c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait il y a deux aspects au niveau de l'alimentation et de la perte de poids. Pour perdre du poids, il faut avoir ce comportement qui reste sain, mais le souci, c'est que ça va un peu à l'encontre du fait pour perdre du poids, il faut avoir une restriction calorique. Et pour avoir une restriction calorique, il faut connaître aussi certains éléments indispensables, avoir ce qu'on appelle un audit alimentaire, connaître un petit peu ce qu'on mange, connaître un peu son comportement. Et en fait, on a une balance un petit peu bénéfice-risque entre, d'un côté, si on veut perdre du poids, on doit connaître cette partie-là de l'alimentation, mais de l'autre côté, si ça nous pèse trop, on peut avoir des problèmes de comportement. Mais si on fait que le comportement, on n'a pas de perte de poids. Donc autrement dit, c'est vraiment une balance qui est légèrement en déséquilibre perpétuel. Il faut trouver son équilibre, il faut trouver sa méthode qui permet de contrôler un peu mieux son alimentation, de partir vers un contrôle et de progressivement le ramener vers la flexibilité. De toute façon, c'est toujours ça. Dans une perte de poids, on est obligé d'avoir un minimum de contrôle sur son alimentation au début pour ensuite augmenter et avoir plus de flexibilité. Donc si je prends un exemple, c'est au début d'avoir une connaissance sur un petit peu le nombre de calories qu'on va consommer dans la journée, comment on va répartir ses repas, quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on n'a pas faim, comment construire un petit peu la répartition dans la journée.
Après, deuxième étape, c'est comment répartir dans la semaine. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux toujours être en déficit calorique? Déficit calorique, ça veut dire que la balance entre l'apport, donc ce que je vais manger, et la dépense, elle est plutôt en faveur de la dépense, et donc je perds du poids. Et comment je la répartis dans la semaine? Mais en même temps, dans cette réflexion-là, je veux dire, comment j'intègre dans ma vie quotidienne ces moments de plaisir, ces moments de convivialité avec ma famille, ces moments où j'ai quand même cet épanouissement, parce que l'alimentation, ça doit rester un plaisir. Attention, je fais un peu la distinction entre plaisir et se faire du bien aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien se faire du bien régulièrement avec un repas sans forcément se faire des gros plaisirs. Et c'est pour ça que cette notion de se faire du bien doit tourner autour de l'alimentation, parce que ce n'est pas possible de pas se faire du bien pendant longtemps. On ne peut pas rester dans une frustration, on ne peut pas rester dans une culpabilité, on ne peut pas rester dans des restrictions d'un aliment, parce qu'en fait le cerveau, il ne sait pas dire non. C'est-à-dire que si on dit je ne peux pas prendre ça, lui il va se dire je veux ça. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais c'est une vraie balance à avoir, et je pense qu'en fait les deux sont à prendre en compte. Le comportement, la façon dont on gère le cerveau, dont on gère le cerveau au niveau de l'information, mais aussi, malgré tout, le fait de comment comprendre en termes d'éducation, comment perdre du poids, comment essayer de perdre du poids sainement, comment perdre du gras, pas forcément du poids, parce que c'est ça qui compte, c'est plutôt perdre du gras, de la matière grasse qui est important. Et dans tout ça, on va avoir l'environnement aussi, on va avoir la famille, les amis, le soutien, le fait de peut-être avoir des choses qui vont favoriser, le fait qu'il y ait peut-être des choses qui vont défavoriser. Donc j'ai un mauvais sommeil, je sais que ça va me défavoriser. Je sais que je fais pas d'activité physique, donc je sais que mentalement ça va être plus difficile. Je sais que j'ai un métier sédentaire, ça va être plus difficile. Je sais que je suis très stressé, je sais que ça va être plus difficile. Et en fait, avec tous ces éléments, on a le spectre parfait pour perdre du poids sainement, et en même temps en essayant de faire attention à son comportement alimentaire et que ça devienne toujours sain. Mais encore une fois, et après je te laisserai la parole pour que tu puisses me dire ton avis sur ça, mais encore une fois avoir le recul de dédramatiser tout ça et de se dire que on est là pour un objectif lointain de perte de poids, etc. Mais que au quotidien, mon but, c'est de faire des petites actions simples, efficaces. Petite action, j'implémente mon action, j'ai un petit feedback sur le côté où je vois comment se comporte la réaction de mon action, et puis j'adapte. Et puis j'adapte. Et puis j'adapte, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Objectif par semaine, objectif tous les 2 semaines, c'est tout. On veut pas miser plus loin, on veut de l'action, on veut ce qu'on appelle avec Raph, on adore ça, on adore ce principe-là, c'est on veut être impatient dans l'action, mais patient dans les objectifs. C'est ça qui est important. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, beaucoup de choses, hein, mais je dirais que souvent on se dit, par rapport au comportement et puis au fait au contrôle, quand tu parlais des choses, je pense qu'il y a des fois où il y a des vraies passerelles dont moi j'avais même pas conscience quand j'ai commencé. Par exemple sur les envies, on peut se dire ouais mais j'ai toujours envie, je sais pas moi, de trucs sucrés, de trucs de la malbouffe et tout. Mais moi j'ai compris par exemple que mon cerveau pouvait pas avoir envie de quelque chose que je ne mangeais jamais. Je n'ai jamais envie d'oursin, mais je mange jamais d'oursin. Donc mon cerveau, il peut pas dire, ah là, j'ai besoin des nutriments qu'il y a dans l'oursin. S'il te plaît, donne-moi des oursins. Ouais. Donc il y a forcément besoin, à un moment donné, de se dire, je vais tester peut-être des aliments que j'ai pas l'habitude, ou je vais manger régulièrement. Par exemple, là, moi, je mange régulièrement des légumineuses, et je me rends compte, j'ai moins besoin de fromage. J'ai moins envie de fromage parce que mon corps se dit quand je veux des protéines, finalement tu peux aussi avoir envie de légumineuses et pas forcément que le fromage, parce que quand au tout début de ma vie, mes protéines c'était que le fromage, que le fromage. Et maintenant en fait j'aime toujours le fromage, j'aimerais toujours le fromage, mais qui n'aime pas le fromage. Mais mon corps n'est pas en me réclamer que ça parce que il a découvert qu'il y avait plein d'autres choses qui existaient. Et c'est en ça en fait où moi j'essaie de composer et d'apprendre petit à petit à
avoir du contrôle, donc m'imposer quand même des choses de temps en temps, mais parce que finalement ça m'aide aussi dans le comportement à côté, quoi. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et je reviens sur cette envie. Il faut faire la différence, c'est assez complexe entre la faim et l'envie. La faim, ça va être j'ai mon ventre qui gargouille, je sens que j'ai une petite hypoglycémie, donc c'est-à-dire pas beaucoup de taux de sucre dans le sang, et donc j'ai envie de manger. Et l'envie, ça va être ça va être un désir, ça va être soudain, ça va être quelque chose de très ciblé, de très spécifique. J'ai envie de manger cette glace, j'ai envie de manger cette chose-là. Et il y a deux passages. Il y a déjà de pouvoir accepter son envie, et pareil, de pas forcément la freiner à chaque fois, mais encore une fois, il faut prendre la décision sur un moment donné. Est-ce que cet objectif-là, à ce moment-là, dans cet objectif-là, je veux faire ça ? Pas forcément, parce que moi, mon objectif, c'est autre chose. Donc, je vais pas prendre, je vais faire un choix. Je vais prendre cette décision-là pour l'instant. Dans ce moment-là, je vais faire ce choix-là. De temps en temps, sur des moments où vraiment c'est quelque chose qu'on a ciblé, qu'on a repéré, qui nous fait vraiment plaisir, oui, il faudra prendre peut-être la décision opposée. Et il y a autre chose aussi. Il y a des personnes qui confondent l'envie avec juste une envie de stimulation. Donc c'est-à-dire que moi, quand je m'ennuie, j'ai envie de manger. Mais c'est véridique. Quand je m'ennuie, j'ai envie de manger. Mais j'ai pas en fait envie de manger. J'ai envie d'une stimulation. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me balader. J'ai envie de voir mes amis. J'ai envie d'une interaction sociale. J'ai envie de faire quelque chose qui me stimule. Mais sauf que les gens vont confondre ça. Et vont se dire, ouais, non, c'est une envie. C'est différent. C'est juste un manque de stimulation. Une autre chose aussi qui est très importante pour moi, c'est la fatigue. Le fait de ne pas faire de pause au travail, le fait de faire des journées à rallonge, ça aussi, ça va pas aider en fait le cerveau à se dire, en fait, le cerveau, quand il est fatigué, il va demander des aliments plus gras, plus sucrés, plus salés. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces spectres-là, il faut savoir les maîtriser, il faut savoir les analyser, pour ensuite aussi gagner en contrôle, en maîtrise. Parce que c'est sa responsabilité de prendre la bonne décision sur le moment avec son objectif. Moi, je trouve que c'est le plus important. Oui, c'est clair. Et puis, si on se laisse, si on n'y réfléchit pas, je pense en amont, parce que c'est pas forcément quand on arrive le soir, qu'on est crevé et tout, que là on va faire prendre des bonnes décisions. Mais si on réfléchissait à tous ces scénarios en fait en amont, on se rend compte que si on se laisse guider par le moment, on est un peu un chien Pavlov, hein, on est conditionné et tout. Et c'est parfois se laisser des sas. Moi, je sais que je rentrais chez moi, manger, c'était un peu mon sas de décompression après ma journée de travail. Parce que je rentrais et je commençais à cuisiner et j'enchaînais en fait direct. Ou je rentrais et je me posais à manger devant une série Netflix, voilà. Et ce que j'ai changé, j'ai changé l'horaire de là où je mangeais. Pourtant, c'est un tout petit changement, mais ça me laisse un petit sas pour faire autre chose. Et finalement, avec ce autre chose, j'ai ma décompression et j'en ai moins besoin d'utiliser la nourriture pour avoir ce sas-là, quoi. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce sas ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Alors, ça dépend s'il fait beau ou pas. Soit je vais dehors me promener, en fait. Avec ton chien ? Avec mon chien. Bon, alors maintenant, je le pousse, parce qu'il est vieux, donc il marche plus vraiment, mais il a sa petite roulotte, sa petite remorque pour que je puisse le pousser. Soit sinon, je fais des puzzles ou je fais de l'aquarelle ou très bien. Des trucs. Donc tu t'exprimes, tu te stimules, voilà. Tu te décompresses autrement. C'est ça. Ouais. Je débranche le cerveau autrement que à travers bien. la nourriture. En fait. Ouais, c'est très bien. Quel conseil donnerais-tu, toi, à quelqu'un qui est en surpoids et qui souhaite commencer la course à pied ? De se lancer déjà, d'oser se lancer et d'y aller à son rythme, de pas se mettre la pression en fait. De se dire, moi j'ai envie de faire ça, j'y vais. Et puis, si aujourd'hui je suis pas en forme ou je le sens pas, je vais juste marcher au lieu de courir. Et puis je vais courir un tout petit peu. Puis dès que ça va être un peu trop difficile, je vais me remettre à marcher. Et puis je vais me remettre à courir. Et puis je vais me remettre à marcher. Je pense que juste déjà se dire, il n'y a pas une obligation de me dire, allez, il faut que ce soit 30 minutes d'affilée. Et puis sinon je suis nulle et j'y arriverai pas. Enfin, non. Moi, je leur dirais, déjà essayer, sortir, mettre des baskets, sortir, et puis se laisser guider suivant ses sensations. Ouais.
Et encore une fois, sur le seul moment où toi tu t'es blessé en course à pied, c'est quand tu as eu un coach qui a voulu te pousser sur plutôt de la performance, sur le fait de pas forcément t'écouter, de perdre tes sensations de ton corps. Et comme tout, c'est que tu perds tes sensations de ton corps d'un point de vue d'un régime, où le régime va être restrictif, va te faire en fait en t'éliminant des aliments, il va te faire perdre en fait en contrôle. Il va juste te fixer des règles bêtes et méchantes. Et c'est pareil, si tu perds en contrôle sur la course à pied, si tu perds cette écoute de ton corps, pour moi, eh ben, on va droit dans le mur. Qu'est-ce qui t'est passé toi avec ce coach-là par exemple ? Alors, j'ai décidé de prendre un coach pendant le confinement, comme plein de gens. On s'est tous fixé des objectifs pendant le confinement. Et voilà, donc j'ai suivi un... Mais toi, t'avais la forêt. Tu pouvais courir en forêt. Alors non, parce que la forêt était à 100 mètres trop loin de chez moi. Ah ouais, ok. Donc j'étais obligée de courir dans les trottoirs. Ouais, pour les caméras, on va dire que tu n'as pas couru dans la forêt. Voilà. Moi aussi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pas couru dans la forêt. C'est ça. Donc j'ai voulu prendre un coach. J'ai eu un premier plan d'entraînement, donc sur 12 semaines, voilà. Donc c'était challengeant, mais moi j'aime bien le challenge. Aussi, j'aime bien me surpasser et tout, donc j'y allais. Donc je me challengeais à chaque séance. Ce qui, à mon avis, n'est peut-être pas la meilleure idée au monde, mais voilà, moi, j'étais en mode, c'est dur, mais c'est pas grave, je vais aller au bout de chaque séance. Donc, j'ai fait ça pendant un premier cycle, voilà, de 12 semaines, et je me suis dit, ça y est, j'arrive au bout du cycle, je vais avoir, je sais pas, moi, quelques séances où je vais pouvoir digérer ce nouveau truc, mon corps va apprendre que c'est sa nouvelle réalité, mais on va, voilà, diminuer, on va faire en sorte que ça devienne une habitude. Et non, on a enchaîné sur un deuxième plan d'entraînement. Et là, je sentais vraiment que j'étais crevée, quoi. Mon corps, je continuais à faire les séances et à les boucler, mais je sentais que ça devenait dur. Et il y a eu une séance en particulier, une séance où fallait faire un truc de proprioception, voilà, donc quelques exercices de renforcement musculaire, de la proprioception, puis après, il fallait courir 10 minutes. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais pas aller jusqu'aux endroits où je cours d'habitude. Je vais aller dans ce petit chemin qui est pas loin de chez moi, voilà, que je connais pas, qui est facile, etc. Donc j'ai pas fait attention. Donc fatigue, manque de lucidité. J'ai mis le pied dans le seul trou qu'il y avait au monde. Et donc je me suis fait une entorse. Et bon, c'était pas si grave que ça en soi. Moi, j'ai appelé mon coach pour lui dire, voilà, je me suis fait une entorse. Comment est-ce que je réadapte ? Est-ce que je peux faire du vélo à la place ou de la natation Et il m'a dit, bah non, la prochaine séance, juste tu marches un peu et puis tu cours que 10 minutes au lieu de faire ta séance complète. Puis après, tu reprends le plan. Et là, j'aurais dû lui dire, non, je le sens pas ou voilà. Mais il y avait cette barrière mentale de me dire, j'ai pas envie qui se disent que la grosse elle se cherche une excuse pour abandonner ou voilà. Donc je me suis dit, bon je vais l'écouter. Donc j'ai été courir malgré mon entorse et j'ai tout de suite senti que je changeais ma foulée, que voilà, que je courais pas pareil, que ça tirait ailleurs, etc. Mais j'étais en mode têtu, en mode j'ose pas parler de mes sensations, j'ose pas dire là non, stop et tout. Et j'aurais dû. Et finalement je me suis fait mal à la hanche. Parce que quand on change sa foulée, on a plus mal à un endroit, mais du coup, on a mal à un autre endroit. Et ça, je l'ai traîné pendant plusieurs mois où ça m'a obligée à m'arrêter de courir. Et c'est dommage, quoi. C'est très dommage, ouais. Actuellement dans ta vie, est-ce que toi, tu es heureuse ? Tu te sens comment ? Tu es épanouie ? Est-ce que tu as encore... tu travailles sur certaines choses ? Ça, c'est une question très générale, hein, mais ça m'intéresse. Alors moi, je suis très épanouie, j'adore ma vie, j'adore mon boulot, j'ai un cercle d'amis, j'ai des passions, donc j'ai pas à me plaindre. Et puis c'est quelque chose que j'ai choisi de faire depuis toujours. Je sais pas si je peux le raconter, mais il y a quelques années, moi j'avais une collègue de travail qui était en surpoids. Et beaucoup moins que moi, hein. Vraiment, elle était que en surpoids, alors que moi je suis en obésité. Cette femme, elle s'empêchait de tout faire. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas au restaurant avec son mari parce qu'elle avait peur qu'on la regarde et qu'on la juge. Elle n'allait pas à la piscine avec ses petits-enfants parce qu'elle avait peur du regard des autres. Elle n'allait même pas garer sa voiture de l'autre côté du pont parce qu'elle avait peur que les gens la voient traverser le pont et se moquent d'elle. Et cette femme, en fait, quelques mois plus tard, je la connaissais pas depuis très longtemps, malheureusement, en sortant sa poubelle, elle habitait à côté d'une voie ferrée, elle est passée sous le train. Donc elle est morte. Et elle a attendu toute sa vie, en fait, pour faire des choses, d'avoir un poids sur une balance pour faire des choses. Et elle n'a jamais pu les faire. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, je n'attendrai pas de faire un poids sur une balance pour vivre ma vie à fond.
Donc aujourd'hui, je suis épanouie parce que je me dis, la vie, c'est tous les jours. Évidemment, j'ai envie de perdre du poids, évidemment, j'ai envie de vivre encore plus longtemps, donc de faire des choses pour vivre le plus longtemps possible et en meilleure forme physique possible. Mais ma vraie vie, elle est là, maintenant, tout de suite. Et donc, je la vis à fond, là, maintenant, tout de suite. Petit frisson, là. Oui, et oui. Et il faut la vivre à fond, et t'as bien raison, il faut profiter des moments, et en fait, on peut pas se laisser définir par juste son transport qu'on a dans sa vie. On a ça, c'est pas ça qui nous définit. Oui, il faut prendre soin du transport qu'on a reçu au début de notre vie, mais ça reste que un transport. C'est pas parce qu'on va louer une voiture en vacances, ou c'est pas parce qu'on a une voiture à vie qui nous a été dédiée qu'on doit vraiment se dire qu'on est cette voiture. C'est ça qui est important. Ça veut pas dire non plus qu'on va pas en prendre soin, qu'on va pas la bichonner, la laver, etc. Mais faut vivre. Même si la voiture actuellement c'est pas celle qu'on veut, faut quand même aller en vacances et faire des choses. C'est ça. Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec Raph, on a créé les tips de GG et Raph, une newsletter exclusive où on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Attention, chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas, et c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. Donc toi, à ce moment-là précis, quels sont tes objectifs, quelles sont tes attentes envers ton poids, comment tu vois les choses, comment tu vois tes objectifs par rapport à ça. Est-ce que toi tu n'as pas d'objectif? Est-ce que tu as un objectif de prendre ton temps? Est-ce que tu as un objectif de te renseigner encore? Est-ce que tu as un objectif de rester au même poids? Est-ce que tu peux me parler de ça? On va dire que c'est compliqué parce que quand ça fait très longtemps en fait que tu es en obésité, les gens ils imaginent en fait qu'on n'a pas eu le déclic et que d'un seul coup on se réveille mais en fait il y a quand même beaucoup de gens, enfin en tout cas moi c'est mon cas, ça fait des années que j'ai envie de perdre du poids et que j'essaye et par une autre manière, etc. Et donc je crois que sur ce longtemps il y a un moment donné où j'ai perdu le fait de me dire c'est possible. J'essaye toujours, mais j'ai du mal à me fixer un objectif réel parce que je me dis je suis pas sûre d'y arriver parce que je me suis tellement souvent fixé un objectif sans y arriver que voilà, il y a une part de moi qui croit plus. Ça m'empêche pas de l'essayer encore et toujours, mais plus dans le mode petites actions au quotidien. Je me fixe plus vraiment sur un poids défini. Alors en vrai de vrai, j'aimerais au moins sortir de l'obésité et tout, voilà, sortir de l'IMC obésité. Mais je me concentre plus sur un chiffre ou sur une échéance ou sur quelque chose. Je me dis plus, voilà, au quotidien, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça, tu arrives à le mettre en place pendant 1 mois, pendant 2 mois? Et puis je vois ce que ça donne. C'est tout. On en revient à la curiosité, j'essaye des trucs et puis je vois ce que ça donne. Et je me rends compte qu'au fil des années, ça progresse de ouf. Ouais, mais voilà. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est très sain aussi de voir les choses comme ça. Pour moi, en fait, c'est le fait d'être capable de se dire que je peux perdre du poids, c'est déjà la première étape. Et ça, tu l'as bien dit. Il y a une très belle étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps, qui montrait qu'il y avait deux groupes d'étudiants. Il y avait un groupe d'étudiants, ils croyaient pas en leur capacité à changer. Pas forcément mais ils croyaient pas en leur capacité à changer. L'autre groupe croyaient fortement en leur capacité à changer. Mais juste ça, à se transformer, à apprendre des nouvelles choses, à progresser sur certains domaines. Et en fait, les résultats scolaires des deux, c'était une différence effroyable. Et donc juste la possibilité de croire en ses capacités de changer, pas forcément croire en soi, parce que croire en soi, ça vient au fur et à mesure du temps. Pour moi, croire en soi, ça vient avec l'action qu'on fait. Je crois en moi en tant qu'escrimeur si je pratique l'escrime. Par contre, il faut toujours croire en sa capacité à changer. Et sur ça, je peux pas te donner de conseils sur croire en toi, mais par contre, je suis persuadé que tu es capable et tu es en capacité à changer et à accéder à tout ce que tu souhaites
dans ta vie quotidienne. Et ça, il faut en avoir conscience. La capacité à changer, elle est toujours là chez tout le monde. Et ça fixe aussi des notions. Il ne faut pas perdre confiance en ses capacités à changer. Et ça, c'est vraiment important, je trouve. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est pas forcément moi qui n'est pas capable de changer, comme tu dis, mais c'est peut-être parce que j'ai pas utilisé les bonnes méthodes jusqu'à maintenant, et c'est juste, essayer autre chose. Voilà. Oui. Et bien sur ça, c'est bien que tu reviennes sur ça, parce que pour moi, je vais être très sévère. Je vais être assez sévère. Mais pour moi, actuellement, sur le marché, il n'y a aucune bonne méthode. Je vais être difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas avoir d'un côté les régimes restrictifs qui vont, par des dogmes, par une bouillie pseudo-scientifique, vont t'amener à prendre des décisions rapides, non réfléchies. Mais en fait, ces méthodes ne vont pas fonctionner parce qu'ils ne vont pas te donner l'éducation nutritionnelle nécessaire. Donc c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas les clés pour dire, mais en fait, je suis le conducteur du camion et je suis le responsable de ma santé. Ils vont jamais donner ces clés-là. Ils vont me proposer des choses, ils vont me proposer des restrictions, mais par contre, ils vont garder la connaissance. Ils vont jamais te dire, en fait, quand tu as perdu ton poids, en fait, tu vas pas remanger comme avant. Sinon, tu vas reprendre ton poids. Ils vont pas le dire. Ils vont juste dire, applique ça et tu perds du poids. Eux, ils sont payés à la perte de poids. C'est-à-dire que s'ils perdent du poids, t'es contente et ton objectif est rempli. Mais sauf que ils s'en fichent que tu perdes du muscle, ils s'en fichent que tu perdes de l'eau, ils s'en fichent que tu perdes, que tu te coupes les cheveux et que tu perds du poids. Ils veulent juste une balance qui pèse moins lourd. Et ils sont pas non plus payés pour le maintien du poids. Et au contraire, si tu maintiens ton poids sur le long terme, pour eux, c'est presque un client en moins. Je vais être difficile, mais c'est presque un client en moins. C'est-à-dire que ils vont, en termes d'économie, tu n'es plus rentable quand tu as maintenu ton poids et tu es en bonne santé. Ça les intéresse pas. Donc, ils t'apprennent à perdre du poids. Est-ce que perdre du poids, perdre du muscle, ils s'en fichent. Et en même temps, si tu maintiens ton poids, ils sont pas contents. Donc, autrement dit, ils te lâchent au bon moment pour que tu remontes et puis pour que tu puisses recommencer. C'est aussi simple que ça. Et de l'autre côté, il y a le côté du monde médical, le côté du monde des diététiciens, etc. Moi, personnellement, je viens de là aussi, hein. Mais je fais le constat qu'il y a une différence entre connaître les recherches scientifiques, les dernières recherches scientifiques sur comment perdre du poids. Tout ça, c'est très bien connu. Il y a une abondance de contenu sur ça. Le souci, c'est le transfert de connaissances. C'est comment amener une connaissance scientifique dans le monde réel, dans la vraie réalité des choses. Et dans le monde réel, c'est pas que de la science. C'est pas que une balance déficit calorique et dépenses énergétiques. C'est pas que ça. Ça va être l'environnement, comme on a parlé. Donc la famille, les amis, le côté social. Moi, si j'ai un groupe d'amis qui fait que boire, qui fait que picoler et qui mange gras tous les jours, je suis désolé, je ne serai pas incité. Ça va être très difficile pour moi de changer de comportement dans cet environnement-là. Il va y avoir le comportement, comme on a discuté. Le comportement, on l'a jamais appris ça en médecine, on l'a jamais appris en tant que professionnel de santé, on l'a jamais appris. Comment faire changer un comportement à une personne ? On a appris comment montrer du doigt en disant ça c'est pas bien. Mais par contre, est-ce qu'on a appris à faire changer un comportement ? Pas du tout. Comment on vient donner une bonne habitude à cette personne ? Comment on vient donner plus de friction à une mauvaise habitude ? Comment progressivement on vient mettre en place cette boucle de récompense qui va nous amener à prendre des bonnes décisions dans notre vie. Ça, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je suis assez dur sur ça. Mais pour moi, actuellement, en fait, au niveau des professions médicales, c'est par manque de formation, par manque de connaissances. Il faut vraiment un système un peu plus, on va dire, ouvert. Moi, ce que je dis souvent, on l'a dit avec Raphaël aussi, c'est que pour perdre du poids, il faut les 3 piliers. Si on n'a pas les 3 piliers, c'est pas bon. Il faut la science, oui, il faut avoir les études scientifiques qui montrent comment perdre du poids. Il faut l'environnement, il faut le comportement. Et si on n'a pas un des 3, pour moi, c'est très compliqué de pouvoir perdre du poids en bonne santé et le maintenir. Et je redis encore une fois, c'est perdre du poids en bonne santé. Parce qu'après 50 ans, même à ton âge, en fait, le risque, c'est de perdre du muscle. Et en fait, le muscle, on sait que c'est notre capacité à bien vieillir. Ce n'est pas intéressant de perdre du muscle. Ça sert à rien. Moi, je veux pas peser moins lourd sur la balance si je perds du muscle.
c'est complètement inutile. Et c'est aussi bien vivre son projet de perte de poids. Si je souffre pendant 2-3 ans et si je souffre après tout le reste de l'année, les années de ma vie à me restreindre dans mon comportement et à souffrir de ça, est-ce qu'on n'échange pas une souffrance d'une perte de poids à une souffrance de ne pas reprendre son poids? Donc ça, c'est important. Moi, je sais que, tu vois, par rapport à ça, je m'interroge beaucoup maintenant sur est-ce que j'essaie de... Avant, je cherchais à perdre du poids. Donc, qu'est-ce que je fais pour perdre du poids? Ça m'a amené à des extrêmes incroyables, que ce soit le sport à outrance, les laxatifs, voilà, des trucs qui te font perdre du poids. Ouais. Mais c'est pas viable au long terme et c'est pas être en bonne santé, faut être honnête. Et maintenant, je cherche plutôt à me dire, ok, si aujourd'hui, imaginons, je ferme les yeux, en fait, je suis à mon poids idéal. Qu'est-ce que je voudrais, comment est-ce que ma vie devrait être pour maintenir ce poids idéal? Et je pars en fait de me dire, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Et je me dis, ok, ces trucs-là, je les fais maintenant. C'est-à-dire que j'essaie de me dire, quel est le comportement alimentaire, la manière de m'alimenter que je pourrais garder toute ma vie et que je voudrais avoir toute ma vie et qui me permettrait d'être en bonne santé. Et j'essaie d'implémenter ça actuellement dans ma vie. Je pars un peu de la fin au lieu de partir de juste cette espèce de pente très bien. Qui de toute façon à un moment donné elle va s'arrêter et qu'est-ce que je ferai là? Il faudrait que j'apprenne en fait, il faudrait que je prenne le temps d'apprendre qu'est-ce que je vais faire après. Donc là je me dis commence déjà maintenant à apprendre ce que tu vas faire après. C'est très bien, c'est une très bonne façon de faire et d'où notamment ton argument sur le fait en fait on va ramener sur la curiosité d'apprendre. La curiosité de savoir comment avoir des repas qui sont moins gras, moins sucrés, moins salés, mais qui sont quand même très agréables gustativement. C'est prendre du plaisir à construire ces repas. C'est prendre du plaisir à, quand on n'a pas le temps, à comment faire pour faire des repas sains en n'ayant pas le temps. C'est toute cette réflexion-là et de partir de l'arrivée, j'y avais pas pensé, mais c'est très intelligent. C'est très, très intelligent. Ça et puis aussi... on n'a jamais de conseils comme ça, mais moi, pour un truc qui m'aide énormément, c'est qu'on a créé un groupe WhatsApp motivation avec mes amis, qui étaient tous des gens qui faisaient du théâtre et pas trop de sport. Et en fait, on s'est dit, on se met au sport, tous. Et donc, on a un groupe où on partage nos séances, où on se dit, tiens, là, je suis sortie plus tôt, tu veux pas venir avec moi? Et en fait, on s'entraide, on a une émulation positive. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Pour avancer, mais c'est pas le genre de conseil qu'on va avoir quand on va voir un diététicien ou un médecin ou voilà. Exactement, parce qu'en fait le temps chez le diététicien et chez le médecin il est très limité et en fait la densité d'informations que tu vas avoir en une heure il va être très limité et surtout ça va être, je vais utiliser un terme un peu péjoratif, mais ça va être une diarrhée verbale de t'apprendre des choses et de dire je veux t'amener le plus de connaissances possible. Tiens, je t'amène en plus un PDF, etc., etc. Et tu apprends et t'appliques ça. Mais sauf que ça va pas dans la méthode des petits pas que tu décris très bien, où on y va progressivement et faut pas que ce soit compliqué. Faut qu'on apprenne. Il faut pas avoir cette ambition de tout vouloir savoir tout de suite. On a des étapes à passer. On a des choses à apprendre. C'est super important. Et l'environnement, comme tu dis, le fait d'avoir une communauté, c'est ce qu'on fait avec Raphaël aussi. C'est que nous, on est persuadés que d'avoir un groupe soudé, d'avoir des gens qui sont proches, eh bien, ils vont s'aider mutuellement, ils vont se pousser mutuellement, ils sont dans la même situation et ils veulent progresser dans la même situation. Pour moi, cette communauté-là, ce groupe d'entraide que tu décris aussi, c'est capital pour te sentir en fait poussé avec d'autres personnes qui ont le même objectif que toi. C'est le risque, c'est d'être dans ton coin, d'avoir les amis qui sont en surpoids et qui veulent se remettre pas en question, ou qui ont une consommation. J'avais cité de l'alcool avant, tous les jeudis, et les mardis à prendre des bières, ce qui est pas mauvais non plus, mais du coup, ça va pas te pousser, ça va plutôt toi mentalement te freiner à te dire, en fait ouais, j'ai pas envie de faire d'efforts, j'ai envie d'être avec mes potes. J'ai envie de passer du bon temps et je me vois pas avec un Coca zéro ou mon eau pétillante, ça va être plus dur. Alors c'est pour ça que un groupe où on a une motivation à côté, t'as bien raison, pour moi c'est indispensable. On reste des êtres sociaux, quoi qu'il advienne. On reste des êtres sociaux même pour les repas, pour ce qu'on mange, on reste des êtres sociaux. Merci beaucoup
Merci beaucoup Joanie, je suis super content de t'avoir reçu. On est super content de t'avoir reçu avec Raphaël. Et puis on se dit à bientôt. Et à bientôt, puis merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Stop! Avant de partir, est-ce que vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances sur la perte de poids après 50 ans? On vous a préparé une vidéo qui fait la synthèse sur comment perdre du poids après 50 ans. On a passé 4 mois à l'écrire et à recueillir les informations pour faire ce petit bijou. Cliquez juste ici pour la regarder. À tout de suite!